Bonjour à tous, la météo a été particulièrement propice cette semaine pour les activités en plein air. De quoi faire des heureux en cette période de vacances scolaires. Et pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, c'était un temps idéal pour pratiquer des activités, notamment dans le cadre de Macadam Moselle Jeunesse qui a pris ses quartiers à l'Allemande. Bémol côté météo aujourd'hui, mais la suite s'annonce meilleure, vous allez le voir dans les prévisions de Météo France, juste après le sommaire complet de cette émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les événements qui ont marqué l'actualité de la semaine dans le secteur. Des avancées significatives du côté du SIDEM avec le vote du budget et une ouverture sur la communication. Éviter les déchets superflus, c'est possible en réparant les choses au lieu de les jeter. Et pour vous aider, il y a le Repair Café. Côté plantes, il y a les vivaces, les boutures, les échanges de graines. C'était à portée de tous les pouces verts lors de la 6e édition du marché aux plantes et aux arts du jardin. Si les plantes se régénèrent et que les déchets prolifèrent, ils ne sont pas les seuls, les chats errants aussi, c'est le cas notamment à Sarreguemines. Cette semaine, il était aussi question de santé sur Mosaïque avec l'arrivée prochaine d'un nouveau scanner à l'hôpital Robert Pax et une rencontre franco-allemande à l'IFSI. Enfin, culture littéraire dans Entre les lignes, dans son roman Vénus en révolution, Paul-Christophe Abel évoque la guerre des paysans à travers le périple d'un jeune peintre flamand dans notre région. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il fera frais et venteux. Le soleil est de nouveau de la partie et le ciel retrouve des couleurs. Du côté des températures, les minimales accusent une baisse sensible, tandis que les maximales renouent simplement avec une certaine normalité. Mais le vent qui est de la partie nous offre un ressenti des températures qui avoisine à peine les 10 degrés. Il convient donc de sortir chaudement habillé. Les températures partent de 4 à 6 degrés au réveil et culminent entre 14 et 16 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain samedi 18 avril, nous fêtons les parfaits, qui se reconnaîtront. Le soleil nous accompagnera de 6h33 à 20h24. Et tout de suite, nous partons faire un petit tour du côté de la ferme à la rencontre des veaux. Bonne fin de semaine à tous, à demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le vendredi, Mosaïque décortique l'actu de la semaine. Le point le plus important cette semaine, c'était le SIDEM qui affiche un déficit de fonctionnement de 6,7 millions d'euros pour l'exercice 2014. Après avoir essuyé une campagne médiatique à charge, faute d'accepter de s'exprimer, le SIDEM est enfin sorti de son mutisme en organisant une conférence de presse mercredi, l'après-midi même du jour où a enfin été voté son budget après 2 reports de réunion. Et avant le vote, il y a bien sûr eu de nombreuses prises de parole. On n'a pas augmenté d'un seul centime la participation des concitoyens. Et si on a pu le faire, c'est parce que le SIDEM existe et qu'il a réussi à faire diminuer le traitement des déchets. Sur la participation par habitant pour chaque interco. Avant, la participation, le frais de fonctionnement du SIDEM était de 3 € et elle est passée à 4,50 € il y a 2 ans à peu près. Et ces 1,50 € était déjà la cause, ou du moins la conséquence de cette mise à disposition de sacs qui était gratuit pour les gens. On peut dire que le SIDEM a décidé de faire le multiflux avec les 3 sacs. Ça a été décidé ici il y a déjà 7-8 ans. Ça a été décidé ici et lorsque ces sacs ont été, les dotations quand ils ont été faites, normalement pour qu'on n'arrive pas dans le domaine des sacs à cette situation-là, qu'on demande de l'argent maintenant, on aurait dû dire
Maintenant, on va faire la première dotation, disons une dotation d'une demi-année, hein, c'est-à-dire sur 6 mois. Et ben, on aurait dû dire, bon maintenant, une comité d'agglomération comme Sarreguemines, voilà, vous allez avoir des sacs, hein, il faut payer pour avoir ces sacs, la première dotation, il faut sortir l'argent. Donc, ils auraient dû sortir, pour 50 000 habitants, on aurait dû sortir à peu près 600 000 €. J'avais tiré la sonnette d'alarme sur l'utilité et l'opportunité de construire une usine de fabrication de sacs. Et je n'étais pas le seul. Et enfin, j'avais surtout tiré l'alarme, surtout il y a 2 ans, sur l'opportunité de la réalisation de ce centre administratif qui, je le rappelle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, héberge 14 personnes, ce qui n'est pas beaucoup, mais dont le coût est totalement démesuré. Si de tels investissements ont été faits, ce n'est pas parce qu'un président a voulu investir, c'est qu'il a eu l'aval de tout un comité syndical. Donc tout ce qui était élu à l'époque doit assumer. Et le vote du budget a finalement été approuvé malgré 2 contre et 5 abstentions. Pour épurer la situation financière du SIDEM, les intercommunalités vont verser en 2014 une participation supplémentaire d'1,39 € par an et par habitant pour une durée de 12 ans. Une somme qu'elles peuvent donc amortir sur 12 ans. Et le SIDEM s'engage en plus à reverser aux intercommunalités cette somme d'1,39 € par an et par habitant à partir de 2020, date de fin de la phase d'investissement. Le SIDEM, c'est un gros dossier. Nous y reviendrons en détail mercredi dans l'émission Les Dossiers de Mosaïque avec plusieurs reportages et 4 invités en plateau pour faire le point sur le traitement des déchets en Moselle-Est. Et puisqu'on parle de déchets, le plus simple, c'est encore d'éviter les déchets superflus. Une initiative venue tout droit des Pays-Bas a eu lieu dimanche dernier à Vitrain, le Ripper Café. C'était une première, instaurée par l'association Les Petites Mains avec le soutien de la Casque. Je vous propose de revoir un extrait du reportage diffusé mercredi. Il s'agit pour tout un chacun de réaliser des économies et de trouver des gens capables d'effectuer de telles réparations. Une manière aussi de dire non à la société de surconsommation qui a tendance à trop facilement jeter et racheter au lieu de justement faire réparer ou réparer soi-même. Une démarche qui a surtout un sens écologique. L'idée, c'est d'éviter de jeter à la poubelle des objets qui seraient encore en état de fonctionner si on y faisait une simple réparation. Et tout ça pour éviter que nos décharges se remplissent et qu'on prenne des meilleures habitudes de ne pas jeter, de réparer les objets quand ils sont abîmés et puis de les garder le plus longtemps possible en fait. Ici, on vous facilite la tâche, les bénévoles réparent vos objets sous vos yeux pendant que vous buvez tranquillement un café. Mais à l'origine, le concept tend plutôt à ce que vous effectuiez vous-même les réparations avec les conseils et si nécessaire l'aide des bénévoles. Et ce sera peut-être le cas lors des prochains Hyper Cafés qui vont dorénavant se dérouler tous les 2 mois sur le territoire de la Casque, surtout si l'affluence l'impose. Et personnellement, je trouve que c'est encore mieux tant qu'à faire d'apprendre à réparer soi-même. Il n'y a pas que les bricoleurs qui font de la récup, les jardiniers aussi, plantes vivaces, échanges de boutures ou de graines. C'était des possibilités proposées dimanche au Jardin des Faïenciers dans l'espace réservé à la bourse aux plantes. Record d'affluence battu, les 3527 visiteurs de la 6e édition du marché aux plantes et aux arts du jardin ont pu déambuler devant les 36 stands tenus par des particuliers et surtout des professionnels et des artisans d'art. Extrait du reportage. C'est une animation intéressante à plus d'un titre, d'abord parce que ça concerne les jardins, tout ce qui est vert, tout ce qui relève de l'écologie, mais c'est aussi un rendez-vous en matière d'animation sur la ville. C'est une initiative qui permet de réunir certains professionnels de la ville sur les créneaux qu'on voit là aujourd'hui, qui peuvent rencontrer la population et qui rencontrent d'autres professionnels ou des amateurs qui viennent d'un peu partout. D'un peu partout, mais tout de même du secteur proche ou de l'Allemagne et de l'Alsace voisine, car ce marché aux plantes et aux arts du jardin s'inscrit dans une démarche de développement durable. Et rendez-vous bien sûr l'année prochaine pour la 7e édition. Si les plantes se régénèrent et que les déchets prolifèrent, ils ne sont pas les seuls, les chats errants aussi. C'est le cas notamment à Sarreguemines. La SPA tire la sonnette d'alarme. Regardez. Des chattes gestantes ou qui viennent de mettre bas, la SPA de Sarreguemines en reçoit quasiment tous les jours en cette période de l'année. Et tous les ans, la même histoire se répète et elle va crescendo du fait de la prolifération des chats errants. Ils ne sont pas stérilisés et leur nombre augmente rapidement. Une chatte peut donner naissance à 3 ou 4 chatons par portée et avoir jusqu'à 4 portées par an.
Ce qui explique pourquoi ces petits animaux à quatre pattes sont aperçus en nombre dans la rue des Roses à Vousvillers ou dans différents endroits à Sarreguemines, comme dans les quartiers de l'Almende ou de Beau-Soleil, ou encore dans le secteur Gare, la place de la Poste ou la rue du Champ-de-Mars. C'est le lot d'une irresponsabilité au départ d'humains qui ont pris des chatons, qui les ont laissés se reproduire et en liberté. Miaulements intempestifs, poubelles renversées, voitures griffées, naissance de chatons sur le lit d'une habitante, les désordres causés par les chats errants sont bien réels et certains habitants se mobilisent. Une pétition est en cours et la SPA veut proposer à la ville de Sarreguemines la signature d'une convention. L'idée est de procéder à la stérilisation des chats errants pour mettre fin à leur prolifération. C'est une situation qui commence à revêtir un caractère d'urgence. Il y a d'un côté les nuisances qui sont causées par ces chats errants et d'un autre côté la nécessité de protéger ces animaux d'actes d'incivilité, voire de maltraitance extrême qui ont déjà pu être constatés. Cette semaine, il était aussi question de santé sur Mosaïque. Le pôle imagerie à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines est en cours d'agrandissement et d'ici quelques mois, il devrait être doté d'un nouveau scanner. Regardez. C'est une bonne nouvelle à nuancer. L'hôpital Robert Pax est en mutation, le projet d'agrandissement du pôle imagerie est dans sa phase concrète, une opération évaluée à 1,5 million d'euros pour la construction d'un bâtiment de 300 mètres carrés et l'achat d'un nouveau scanner d'un montant d'environ 600 000 euros. Une machine de même gamme que l'appareil actuellement en place, mais plus moderne et plus performante. Comme c'est plus rapide, on peut faire de l'imagerie beaucoup plus fine, avec, pour simplifier, beaucoup plus de pixels. Donc on a une meilleure finesse de détection des maladies. Et on diminue énormément la dose, sachant que nous, notre scanner actuel est déjà un scanner dans les 10% de doses les plus faibles en France, qui irradie le moins. Un radiologue supplémentaire a été embauché au 1er avril, chose assez rare pour être soulignée car il n'est vraiment pas facile de trouver un radiologue à cause du numerus clausus. Une embauche supplémentaire est prévue aussi lors de l'installation du scanner, à condition de réussir à recruter. Pas de miracle à espérer pour autant de ce second scanner, en tout cas en termes de délai d'attente. Les pôles de spécificité étant désormais répartis dans les différents hôpitaux de Moselle-Est, il aura beau y avoir 2 scanners à Sarreguemines, comme le nombre de patients va continuer d'augmenter, les délais ne seront pas réduits et l'impact pourrait être encore différent lors de la concrétisation de la zone d'accès aux soins transfrontaliers dont la procédure est lancée par l'Eurodistrict. Côté Santé sans frontières, l'IFSI de Sarreguemines n'a pas attendu l'aboutissement de démarches politiques. L'Institut de formation en soins infirmiers accueille régulièrement des étudiants infirmiers allemands pour des séances d'échange. Des étudiants français font aussi des stages dans les hôpitaux allemands, notamment dans celui de Völklingen. Enfin, l'IFSI de Sarreguemines propose depuis septembre dernier une option facultative d'enseignement en allemand. Ce groupe d'étudiants de première année a opté pour cette application qui leur donnera des clés pour travailler en Europe, et notamment en Allemagne. Il devance du même coup la création d'une zone d'accès aux soins transfrontaliers que porte l'Eurodistrict Sarre-Moselle. On n'est pas vraiment inscrit dans ce schéma-là par rapport à cette coopération au niveau des établissements hospitaliers, mais c'est sûr que ça peut apporter une plus-value à l'ensemble de ce dispositif-là par rapport à l'accueil de patients français sur le territoire allemand. Si effectivement il y a une meilleure maîtrise à l'engoût des futurs professionnels français qui pourront exercer là-bas et vice-versa également. Et on ne le dira jamais assez, tous les reportages sont à voir et à revoir sur notre site internet www.mosaïque.tv. La suite de l'émission juste après la pub. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 17e édition du festival Mireille de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr.
150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine. Toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. Alors moi, ce qui me rend heureuse, c'est mes enfants. Maintenant, aujourd'hui, il y a un beau soleil, donc c'est clair que quand il y a du soleil, les gens sont plus souriants. Plongeons maintenant dans l'univers des livres et de l'histoire avec un grand H. La guerre des paysans a lourdement frappé notre région. Sarreguemines, Herbitsheim sont des lieux où se sont déroulés des combats comme dans d'autres localités d'Alsace et de Lorraine. À travers le périple d'un jeune peintre flamand, Paul-Christophe Abel revient sur cet épisode de notre histoire dans son roman Vénus en révolution. C'est à découvrir tout de suite dans Entre les lignes, présenté par Marianne Gabriel. Je vous laisse en leur compagnie. Très bon week-end à tous. À bientôt. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Né en 1958, Paul-Christophe Abel passe son enfance à Götzenbrück, dans le pays de Bitche, où réside l'essentiel de sa famille. Cadre de santé à Bischwiller, dans le Bas-Rhin, et diplômé en éthique médicale, il est l'auteur d'un ouvrage professionnel sur l'éthique du cadre infirmier. Ce grand voyageur passionné d'art et d'histoire est membre de la Société d'histoire et d'archéologie de Brumath et environ. En octobre 2008, il obtient le prix du roman de la Société des écrivains d'Alsace et de Lorraine et du territoire de Belfort pour son premier roman, Le légionnaire de la Tapetra. Il récidive avec un second roman, Vénus en révolution, un roman sur la guerre des paysans, illustré par son frère François. Bonjour, il était le premier invité d'Entre les lignes. Il est passionné d'histoire et plus précisément d'histoire locale. Il présentait alors son premier roman, Le légionnaire de la Tapetra. Il revient avec un second roman, Vénus en révolution. L'histoire se situe en 1525, en pleine guerre des paysans qui a secoué le Saint-Empire et le duché de Lorraine. J'ai le plaisir de recevoir Paul-Christophe Abel. Bonjour Paul-Christophe. Bonjour Marianne. Avec ce second roman, vous vous inscrivez définitivement dans la lignée des auteurs régionaux et du roman historique ? Oui, pourquoi pas. Ça me convient, encore que j'espère avoir une audience un petit peu plus large, parce que la thématique, je dirais, elle est vaste et importante. Alors, c'est l'histoire d'un jeune peintre flamand qui quitte Anvers pour tenir la promesse faite à son maître, qui est mort dans des circonstances troublantes. Alors, il lui a promis d'achever son tableau représentant une mystérieuse Vénus. Cette promesse l'amène sur les terres du duc de Lorraine et plus précisément à Sarreguemines, qui est le siège du bailliage d'Allemagne. Alors, il fait une rencontre déterminante qui va bouleverser ses projets et mettre en péril la Vénus. Oui, donc ce jeune flamand, qui est féru de peinture, c'est l'apprenti peintre de Joachim Patinir, qui est un admirable peintre de l'époque, un paysagiste, le maître des paysagistes, comme le nommait Albrecht Dürer. Ce jeune homme, il a ce tableau mystérieux dans sa valise, dans son sac. Il doit l'amener à Bâle pour le terminer. Et pour comprendre aussi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec ce tableau, parce qu'il y a plein de choses un petit peu bizarres qui ont entouré la mort de son maître. Arrivé à Sarreguemines, le 1er avril 1525, on entend déjà un petit peu les bruits de la révolte qui est en train de commencer, qui a commencé plutôt à l'automne dernier en Souabe, qui s'est étendue dans le nord de la Suisse. Il y a déjà comme ça une tension qui existe. Il va rencontrer ce personnage qui s'appelle Allotrio, qui en fait est un musicien mendiant. Alors, ce livre a été écrit en binôme avec votre frère François. Finalement, vous êtes la plume de Yann et votre frère François est plutôt le pinceau ou le crayon. En quelque sorte, en fait, oui, je voulais à la fois faire entrer le lecteur dans cette époque qui me passionne, que je trouve
à la fois belle et tragique, très tragique, mais aussi très belle d'un point de vue culturel, d'un point de vue de tout ce qui se passe. J'ai voulu faire entrer le lecteur par le verbe, par mon écriture, et comme j'ai mon frère qui est illustrateur de bande dessinée et graphiste, eh bien j'avais quelqu'un sous la main pour créer quelque chose qui allie le verbe et l'image. Et donc j'ai écrit, il a illustré, c'est comme ça qu'on a avancé. L'histoire est un aller-retour permanent entre la révolte des paysans et Anvers, c'est le milieu de l'art finalement. Anvers était une ville qui était une des plus peuplées d'Europe. Exactement, tout à fait. Où se côtoyaient... Peut-être la ville la plus peuplée d'Europe à ce moment-là. Oui, Bruges est ensablée, donc là-bas se côtoyait tout le milieu de l'art. Oui, donc Bruges... vers 1450, les primitifs flamands qui inventent la peinture à l'huile. Et puis, vers la fin du XVe siècle, il y a un glissement, il y a le port de Bruges qui s'ensable, Anvers sur l'Escaut monte, le trafic maritime avec les Amériques nouvellement découvertes augmente. Anvers devient un port très riche, probablement la plus grande ville d'Europe. Probablement, hein. Et les peintres vont là-bas. Et il y a ce qu'on appelle la deuxième vague de la Renaissance flamande, avec tous ces peintres comme Quentin Médicis et Joachim Patinir et tant d'autres, à qui Albrecht Dürer va d'ailleurs rendre visite. Albrecht Dürer, le grand Nurembergeois, qui est considéré un petit peu dans l'histoire de l'art comme, si vous voulez, le grand artiste de l'époque. Alors il est vrai que Yann a dans ses bagages aussi l'éloge de la folie d'Erasme. C'est un autre contemporain. Et il porte avec lui aussi le Circumnavigatio de Magellan. Voilà, donc pour faire vivre un petit peu ces personnes, pour restituer l'air du temps. Parce que c'est quand même ça ma passion, c'est-à-dire que de faire entrer le lecteur le plus possible dans la sensation de l'époque. Donc effectivement la peinture, la révolte paysanne qui se profile à l'horizon, et évidemment la littérature avec l'éloge de la folie, qui est un des plus grands ouvrages philosophiques d'Erasme, qui est toujours publié de nos jours, qui a été un succès énorme à son époque, qui était le best-seller philosophique à l'époque, entre 1510 et 1530, c'était le best-seller philosophique. Il a été mis à l'index aussi, un petit peu plus tard, parce que les catholiques ont considéré qu'il était trop pour la réforme, etc. En même temps, ça n'avait pas trop dérangé le pape de l'époque, le livre. Je ne saurais pas le dire tout de suite. Apparemment, lorsque l'éloge de la folie est paru, il y a eu quelques insatisfactions du côté, mais sans plus. Et le livre a été interdit par après. Oui. La révolte des paysans s'organise. Hans Zoller mène la troupe des paysans jusqu'au couvent de Herbitsheim, où après avoir chassé les nonnes sans vergogne, ils établissent leur QG. Écoutez. Allons, fin de ces parlottes. Nous avons du pain sur la planche. Investissez la place, installez-vous et préparez nos murs pour la défense. La bande, dans un immense hurlement, s'égaya dans le cloître, le cellier, la grange et la chapelle. Le Hauptmann se tourna à nouveau vers la mer supérieure et les nonnes qui tremblaient comme peupliers au vent d'automne. Quant à vous, on vous laisse quelques instants pour rassembler vos affaires, puis vous décamperez. Cet endroit nous appartient, avec tout ce qu'il contient. Il fera office de forteresse jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. Des bancs et des prie-dieux valdinguèrent par la porte de la chapelle, puis par les vitraux qui éclatèrent en 1000 brisures chamarrées. Ce déchaînement soudain me choqua. Lutz voulut intervenir pour calmer les esprits, mais Zoller lui ordonna sèchement de n'en rien faire. Alors la rage trop longtemps contenue, subitement ces paysans se métamorphosent en barbares. Oui, une partie de ces paysans se métamorphosent en barbares. Les historiens ont rapporté un certain nombre de cas d'exaction, absolument, qui donc
Alors, il ne faudrait pas retenir l'aspect exaction, mais c'est vrai qu'il y en a eu parmi ces révolutionnaires. Hein. D'ailleurs, j'utilise ce point pour faire le parallèle avec la Révolution française. C'est que là aussi, on a absolument des pillages de couvents. On a des exactions par rapport à des lieux de culte, des destructions de monastères et des moines et des nonnes qui sont chassés de leur couvent. Alors, le couvent de Herbitsheim devient le centre névralgique des insurgés. Tous les jours, de nouveaux arrivants rejoignent la bande. Parmi les paysans se trouvent aussi des nobles, des moines, des érudits, des personnages réels qui ont participé à cette révolte. Écoutez, lorsqu'on regarde les historiens, que ce soit les historiens alsaciens ou les historiens allemands, qui ont parlé de cette période, on constate que cette révolte paysanne n'a pas attiré que des paysans. Au contraire, des nobles comme Ulrich von Hutten, par exemple, qui était un auteur, un philosophe aussi, ont été attirés dans cette révolte paysanne. Il y avait... Vous parlez d'un moine Meuslin aussi Alors, des moines, bien entendu, des religieux ont été attirés dans cette rébellion. En ce qui concerne Musculus, c'est-à-dire un Lorrain de l'époque qui s'appelle Wolfgang Meuslin, qui est devenu plus tard un protestant, un des premiers protestants célèbres, et qui écrivait sous le nom de Musculus, qui était un grand érudit. C'est une extrapolation personnelle, hein, donc je l'ai placé de telle manière. Il n'était pas là. Il a authentiquement existé, Musculus. Par contre, je lui prête un rôle qui est à ce moment-là de l'extrapolation littéraire, bien entendu. Hein. Les paysans mêlent des revendications sociales, religieuses et économiques qui sont exprimées dans ce fameux manifeste des 12 articles. Oui. Absolument. Ces 12 articles ont été écrits en Souabe, à Stühlingen, qui est dans le sud de la Forêt-Noire, et ils ont été colportés un petit peu partout, et c'est véritablement le manifeste paysan qui contient déjà, si vous voulez, presque un projet, c'est pratiquement un projet politique, c'est l'un des éléments qui fera dire aux historiens ultérieurs qu'il ne s'agit pas d'une simple jacquerie, mais qu'il s'agit d'un processus, on va l'appeler proto-révolutionnaire, hein, c'est-à-dire d'une espèce d'annonce comme ça, un peu rudimentaire, mais avec déjà beaucoup d'éléments des révolutions ultérieures, par exemple la Révolution française. Alors on peut parler aussi de cette complexité linguistique, territoriale ici. Alors le duché de Lorraine, il est partagé entre la France et le Saint-Empire germanique. Ça devient très compliqué aussi de s'y retrouver tout simplement. C'est très complexe. C'est très complexe. La Lorraine, c'est une terre d'entre-deux, comme ça. Elle fait partie, je dirais, administrativement, le mot est peut-être un peu fort, je résume, quand même du Saint-Empire romain germanique. Quand on fait des cartes, on situe la Lorraine comme partie intégrante du Saint-Empire germanique. En même temps, les ducs de Lorraine sont très fortement attachés à la famille de France, ils ont de la famille en Anjou, etc. C'est un entre-deux. Et la Lorraine, à l'époque, est coupée linguistiquement, puisqu'on a une partie romane et une partie germanophone, hein, donc dans le nord-est de la Lorraine, qui comprend d'ailleurs certaines parties de l'actuelle Palatinat, sud, par exemple du côté de Deux-Ponts, Zweibrücken, ou aux environs de Saarlouis, Saarbrück, il y a des possessions lorraines qui sont actuellement en Allemagne. Hein. Donc et c'est très morcelé dans des petites baronnies, des seigneuries, c'est très complexe. Merci beaucoup, Paul-Christophe, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Vénus en révolution. Il est édité au Vergers Éditeurs. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt entre les lignes.